Bonjour, je m'appelle Julien Stirnemann, je suis gynécologue obstétricien, professeur d'obstétrique à la maternité de l'hôpital Necker Enfants Malades. Une grosse activité de diagnostic prénatal, de thérapie fétale et de prise en charge des pathologies de la grossesse dans mon activité à l'hôpital. Sur le diagnostic, on a tout un éventail d'outils pour le diagnostic des maladies fétales. On a évidemment l'échographie historiquement et puis après des outils de diagnostic moléculaire ou de biochimie maintenant qui sont réalisés sur le sang maternel qui nous permettent d'avoir des diagnostics de plus en plus précis et puis aussi encore beaucoup de diagnostics invasifs où on est amené à faire des amyosynthèses ou des biocytotrophoblastes pour faire des diagnostics de maladies génétiques ou d'autres types de maladies infectieuses pendant la grossesse. Évidemment, l'échographie occupe la plus grosse place des méthodes d'investigation, que ce soit en dépistage, avant même qu'on parle de diagnostic. On peut parler du dépistage auquel toutes les femmes ont droit. 3 échographies en France sont recommandées, au moins. Et donc l'échographie occupe la plus grosse place des outils pour lesquels on a accès au fœtus. Et au sein de cette échographie, c'est vrai que de plus en plus, l'intelligence artificielle a pris complètement une place qui est naturelle, qui est devenue une part même transparente, on s'en rend même plus compte, on s'en sert sans le savoir. Donc, ça fait partie de ces outils, en avoir peur ou pas, non, et pas en avoir peur parce qu'en fait, ça fait déjà partie de l'utilisation quotidienne de tous les échographistes en France et dans le monde, ou des outils comme la reconnaissance automatique des plans de coupe, les biométries automatiques, tous ces éléments qui sont complètement intégrés maintenant aux machines et au software font partie de l'utilisation courante et nous en facilitent la vie, quoi. Alors, il y a plein de. Dans l'intelligence artificielle, il y a le gros de l'intelligence artificielle a été orienté vers l'image, c'est-à-dire l'interprétation de l'image. Et donc, il y a d'autres façons de voir l'intelligence artificielle. Il y a plein d'autres applications qui sont en développement ou qui existent actuellement ou qui vont exister très très prochainement. Mais dans l'image, évidemment, il y a des outils qui sont d'une utilité courante. Les biométries automatiques, beaucoup de gens mesurent la clarté de la nuque au premier trimestre en utilisant des outils de biométrie automatique, la longueur crânio-caudale également, périmètre abdominal. Donc tous ces outils de biométrie automatique, je trouve, ont un très grand potentiel parce qu'elles ont là, par exemple la possibilité de standardiser ces biométries et de ne plus rendre les biométries aléatoires d'un échographiste à l'autre. Il n'a plus que la responsabilité de prendre le plan de coupe. Et à ce moment-là, ces biométries automatiques permettraient d'avoir une homogénéisation des pratiques et d'avoir quelque chose qui serait beaucoup plus reproductible. Donc il est possible que dans les années qui viennent, des recommandations, peut-être un jour, soient celles d'utiliser des outils d'intelligence artificielle recommandés, des biométries automatiques par exemple. Après, il y a d'autres outils qui existent qui sont d'utilisation un petit peu moins courante. Par exemple, la réalisation de plans de coupe automatiques à partir de volume. Ça, c'est des applications qui existent dans toutes les marques d'échographie où on fait une acquisition de volume. Et avec quelques manipulations, automatiquement, l'algorithme va reconstituer des plans de coupe différents. Puis après, il y a aussi des machines qui permettent d'automatiquement détecter pendant l'échographie les plans de coupe standards, par exemple, de détecter automatiquement une coupe qui a de cavité, détecter un périmètre abdominal. Ça, c'est des solutions qui existent, qui ne sont pas disponibles partout aujourd'hui, mais qui vont certainement devenir extrêmement démocratiques dans les quelques années qui viennent sur toutes les plateformes. Quand on utilise des outils, effectivement, une des grandes difficultés, c'est d'en connaître la validité. C'est-à-dire que beaucoup d'outils sont embarqués maintenant dans des machines sans nécessairement qu'on ait eu accès à des données qui permettent de justifier leur utilisation, des données de validation, des données en population, des données en dépistage, des données en diagnostic. Ça, c'est très important d'avoir un œil là-dessus et peut-être d'avoir une réglementation qui justifie, au-delà de la partie purement réglementaire, marquage européen, marquage américain, d'avoir des données, de pouvoir afficher ces données-là à chaque fois qu'on utilise ces outils-là. Pour certains, ça va devenir de plus en plus quelque chose d'extrêmement important parce que ça peut modifier effectivement le diagnostic, la prise en charge et on n'a pas toujours accès à ces données. Je crois que c'est très important pour les gens qui développent de publier et de mettre à disposition des utilisateurs des données qui justifient le bien fondé, la performance de ces outils. Aujourd'hui,
des algorithmes qui permettent d'identifier des plans de coupe standards ou des structures anatomiques dans des images échographiques, finalement, tout le monde sait le faire. Et ça n'est pas difficile. Ça, c'est essentiellement grâce à la force de ces algorithmes de reconnaissance automatique qui sont en libre accès aujourd'hui. Je veux dire, des algorithmes, c'est pas très compliqué de les prendre. Ils sont off the shelf. On les trouve sur Internet, des algorithmes comme YOLO, YOLO. Ces algorithmes-là, on peut les prendre, les adapter, avec un peu de temps et un peu de savoir-faire bien sûr, mais les adapter à l'échographie et très vite, à condition qu'on ait des données de qualité. Et ça, c'est quand même un prérequis qui est difficile à avoir facilement, mais et finalement, c'est ça le nœud du problème. Mais si on a accès à ces données, c'est très simple de construire un algorithme qui va faire ces choses-là. Donc, je crois que c'est plus vraiment là où est l'enjeu. Et ça, en un an, une boîte motivée peut développer tous les algorithmes qu'ils veulent pour de la reconnaissance d'image. Je crois qu'aujourd'hui, la vision, elle doit être plus sur une vision intégrale, multimodale de l'utilisation de ces algorithmes. Multimodale, ça veut dire en utilisant l'histoire de la patiente, en utilisant de la biochimie, en utilisant tout ce qu'on a autour de la grossesse, l'image aussi et le savoir médical, de l'intégrer des plateformes de diagnostic, des plateformes de génomique. Tous ces éléments-là pourraient être utilisés dans une approche globale de la performance du diagnostic prénatal. Et là, l'intelligence artificielle a énormément à faire. Par exemple, naviguer dans des bases de données de très grande dimension de diagnostic génomique, intégrer cela à des éléments de l'antériorité de la patiente, de son histoire, de son dossier médical, de la biochimie, de tout ce qui a été réalisé pendant la grossesse, et d'organiser un vrai parcours de soins, un vrai parcours de patient, un vrai parcours d'échographiste aussi, d'utilisateur, où des plateformes seraient des plateformes dédiées, intégrées avec de l'intelligence artificielle qui permettrait d'avoir une plateforme générale pour tous les aspects de la prise en charge des femmes enceintes. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'existe pas et qui est probablement pour le futur.